Madame vous nous présentez l'essentiel de vos travaux de recherche entre 20 et 40 minutes en vue de l'obtention du diplôme de doctorat, 3e cycle, domaine sciences de la matière, filière chimie, spécialité chimie appliquée. Le titre de votre recherche, synthèse assistée par micro-ondes et caractérisation et application de nanoparticules de cuivre, étude de la relation structuralité antioxydante d'amide d'acide phénolique, devant le jury composé par Madame Nigrisori, professeur à l'Université de Gagny, par Monsieur le professeur Lotfi Ben Mahdi, professeur à l'Université de Constantine, encadré par Madame Semia Bouakaz, professeur à l'Université de Gagny, le co-encadreur Monsieur Ali Ben Hayyan, maître de recherche à l'Université de Gagny, et par Monsieur Rachid Mendes. Vous pouvez commencer. Président Duré, membre Duré, je suis honoré aujourd'hui de présenter devant vous l'essentiel de ma thèse en vue de l'obtention du diplôme doctorat en 3e cycle LND, qui s'intitule Synthèse assistée par micro-ondes, caractérisation et application des nanoparticules de cuivre et étude de la relation structure-activité antioxydante d'amide d'acide phénolique. Ce travail a été réalisé au niveau du laboratoire de chimie appliquée sous la direction du professeur Bouakaz Samia et du docteur Ben Hayyan Maali. Mon présentation sera comme suit. Je commence d'abord par une introduction générale, là où je vais définir l'objectif principal de notre travail. On va ensuite parler des stratégies et méthodologies de calcul utilisées pour l'étude par DFT de l'activité antioxydante des composés phénoliques et les discussions des résultats obtenus. On va ensuite discuter les protocoles de synthèse utilisés pour l'élaboration des nanoparticules métalliques et les discussions des résultats obtenus. Et on va finir cette présentation par une conclusion générale. Comme introduction, je dirais que le premier objectif de notre travail était d'étudier l'activité antioxydante des composés phénoliques, qui sont des substances présentes essentiellement dans notre alimentation comme les légumes et les fruits. Ces composants agissent pour neutraliser les radicaux libres dans l'organisme, ce qui protège les cellules contre les dommages oxydatifs causés par l'excès de ces derniers. À cet égard, nous avons choisi les deux molécules NE-caféoyltyramine notées par CT et NO-phényloyltyramine notées par FT. Leur structure chimique est illustrée dans la figure 1. Ces deux molécules ont été extraites pour la première fois de la partie aérienne du plante Alginianium, qui fait partie de la famille de Plambaginaceae, qui est une médecine populaire en Afrique du Nord. Et le pouvoir antioxydant de ces molécules a été évalué par le test de TPPH, le pouvoir réducteur du fer et le test de blanchiment de bêta-carotène. Dans la deuxième partie de ce travail, on a le but d'adopter une méthode de synthèse verte et non conventionnelle pour élaborer les nanoparticules de cuivre et ses oxydes. Où nous avons utilisé les irradiations par micro-ondes, qui est une méthode assure l'homogénéité du milieu réactionnel et elle est non conventionnelle. De plus, nous avons utilisé un extrait de thé rouge, qui est une méthode fiable, non toxique et écologique. Et selon les statistiques des articles de recherche publiés dans Sciences Directes sur la synthèse des nanoparticules de cuivre synthétisées par les extraits des plantes illustrés par le graphique A et les synthèses assistées par micro-ondes illustrées par le graphique B, on peut voir que ces deux processus de synthèse sont très innovants et d'actualité pendant les 10 dernières années. Et plus que 8000 articles de recherche ont été publiés en 2023. Les colorants synthétiques sont largement utilisés dans diverses industries, y compris l'alimentation, les textiles, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques, et sont difficilement dégradables.
Et d'après l'OMS, 80% des maladies humaines sont dues à la consommation d'eau polluée. La majorité de ces contaminants sont des colorants provenant des déchets industriels et domestiques. Commençons maintenant aux discussions des résultats de l'étude par DFT de l'activité antioxydante des composés phénoliques. Les calculs DFT des deux molécules CT et FT ont révélé que chaque molécule pouvait adopter 5 conformations à faible énergie, y compris les conformations de position CC trans. On peut voir que les conformations CT3, CT4, FT3 et FT4 présentent une forme un peu coudée. Par contre, les autres conformations présentent une forme allongée. Ces conformations sont stabilisées par la formation des liaisons hydrogènes entre la position NOH, 2OH et 4'OH. Et l'étude de la stabilité a montré que le CT4 et le FT5 ont été les conformants les plus stables. Le premier mécanisme utilisé pour l'étude de l'activité antioxydante est le mécanisme HAT, régi par l'enthalpie de dissociation des liaisons, qui caractérise la capacité d'un antioxydant à donner un atome d'hydrogène. Et selon le mécanisme HAT, nous avons trouvé que le CT2 était le conformeur le moins stable, bien que sa contribution était meilleure que celle du CT4, le conformeur le plus stable, et qui présente le plus petit écart énergétique. Notons que l'écart énergétique caractérise la dureté et la réactivité d'un composé. Un composé qui présente un grand écart énergétique homolémo et les plus durs et moins réactifs. Le CT1 avait la plus faible valeur de BDE, le conformeur CT2 présente le plus grand écart énergétique, donc elle est le moins réactif. Et seulement le CT4 a contribué à l'activité antioxydante de la structure orthokinone calculée par la perte des deux atomes d'hydrogène. Selon le mécanisme HAT des conformeurs FT, les calculs ont montré que tous les modèles ont presque la même contribution à l'activité antioxydante globale du composé FT. Le conformeur FT1 a le plus petit écart énergétique, donc il est le plus réactif. Par contre, le conformeur FT3 a le plus grand écart énergétique. Le deuxième mécanisme SEPT qui se compose des deux étapes. Dans la première étape qui est l'ionisation de l'antioxydant régi par le potentiel d'ionisation adiabatique pour former un radical cation. Dans la deuxième étape qui est la déprotonation du radical cation caractérisé par l'enthalpie de dissociation des protons. Et selon le mécanisme SEPT, nous avons trouvé que les conformeurs CT3 et FT4 avaient le meilleur AIP. Selon les résultats de PDE, la plus faible valeur a été trouvée dans le conformeur le moins stable, la CT2. Les valeurs des AIP des conformeurs FT ont été inférieures aux celles des CT qui ne concordent pas avec les résultats expérimentaux. Et selon le troisième mécanisme SPLET qui se compose également des deux étapes, dans la première étape qui est la déprotonation dans l'antioxydant régi par l'affinité des protons, et la deuxième étape régie par l'enthalpie de transfert des électrons qui caractérise l'ionisation de l'antioxydant. Et selon le mécanisme SPLET, nous avons trouvé que le CT1 a présenté la valeur de PA la plus élevée, tandis qu'il avait la plus faible valeur de BDE. Les valeurs de PA des conformeurs FT ont été supérieures aux celles des CT, et le conformeur CT2 a montré la valeur d'enthalpie de transfert d'électrons la plus faible. Dans cette partie d'étude, nous estimons à étudier le changement apporté à l'activité antioxydante des analogues sulfurés CT et FT. Donc, nous avons remplacé l'atome d'oxygène en position 2OH dans le conformeur CT et en position 2OH OCH3 et 4'OH dans les conformeurs FT par un atome de soufre en tant que pharmacophore. Les calculs BDE ont montré que les BDE des analogues sulfurés de CT sont totalement inférieurs à leurs analogues hydroxylés. Les BDE des analogues sulfurés de FT en position de SH sont supérieurs aux 2OH, sauf le FT4. À première vue, les valeurs élevées de la BDE sont dues à la présence du groupe méthoxy. Donc, nous avons remplacé l'oxygène de OCH3 par un atome de soufre qui réduit significativement les valeurs de la BDE. Par contre, la troisième dopage dans la position 4'OH n'influe pas sur les valeurs calculées de la BDE.
Pour bien comprendre la relation entre la conformation et l'activité antioxydante, nous avons rétabli les mêmes calculs précédents pour les deux conformeurs FT4 et CT4. Et l'analyse PES a montré que le FT4 peut adopter 3 conformations à faible énergie. Et le conformeur CT4 peut adopter 4 conformations à faible énergie. Les calculs des conformeurs CT4 et FT4 ont montré que les modèles CT4 choisis peuvent libérer leur atome d'hydrogène dans la phase gazeuse plus facilement. Et tous les modèles FT4 choisis peuvent libérer leur atome d'hydrogène dans la phase liquide plus facilement. Et l'activité antioxydante des CT était supérieure à celle des FT, qui concorde avec les résultats expérimentaux. Selon les mécanismes SAPT des conformeurs CT4 et FT4, les valeurs AIP des conformeurs de FT4 sont inférieures à celles obtenues pour les modèles CT4 en solution et en phase gazeuse. Le pouvoir électrodonneur de FT4 est supérieur à CT4 dans tout le milieu étudié. Le solvant a exercé une influence importante sur les valeurs des AIP et des PDE. Les valeurs des AIP et des PDE diminuent avec l'augmentation de la polarité du solvant. Selon le mécanisme SPLAT des conformeurs CT4 et FT4, et pour tous les modèles étudiés de CT4 et FT4, les valeurs de l'affinité des protons dans les solvants sont inférieures à celles calculées dans le vide. La déprotonation des modèles CT4 était plus facile que celle des modèles FT4. Le valeur d'enthalpie de transfert d'électrons était plus élevée en solution. Et le conformeur CT4 contribue majoritairement dans le processus de transfert d'électrons. Le calcul de l'enthalpie de dissociation des liaisons des analogues sulfurés FT4 et CT4 a montré que toutes les valeurs de BD des conformeurs CT4 sulfurés en position de ASH sont inférieures à celles de leur analogue hydroxylé. Par contre, les BD des conformeurs FT4 en position de ASH sont supérieurs à leur analogue hydroxylé. Dans cette partie, on va discuter les résultats de l'étude expérimentale d'élaboration, caractérisation et d'application des nanoparticules de cuivre et ses oxydes. Et avant de synthétiser notre produit, nous avons d'abord optimisé les paramètres expérimentaux et nous avons choisi la spectroscopie UV visible pour cette étude. Ciblons principalement le pic situé entre 550 et 600 nanomètres qui caractérise la formation des nanoparticules de cuivre non oxydé et le pic situé entre 250 et 300 nanomètres qui caractérise la formation de l'oxyde cuivreux. Nous avons étudié l'effet de l'extrait de thé pour la synthèse des nanoparticules de cuivre. À faible concentration d'extrait de thé, la dilution 4 jusqu'à la 6e dilution, on peut voir l'apparition du pic à 578 nanomètres avec un déplacement vers les grandes longueurs d'onde. Quand la concentration d'extrait de thé augmente, on peut voir l'augmentation du pic de l'oxyde de nanoparticules de cuivre non oxydées. Nous avons optimisé la concentration d'hydrazine nécessaire pour synthétiser les nanoparticules de cuivre de 0 à 10%. En absence d'hydrazine et à faible concentration d'hydrazine, les nanoparticules de cuivre non oxydées n'ont pas été formées. Par contre, on peut voir l'apparition du pic à 278 nanomètres avec une intensité un peu élevée. L'augmentation de la concentration d'hydrazine provoque la formation de cuivre non oxydé associée par une diminution de l'intensité des nanoparticules de l'oxyde cuivreux, ce qui indique la réduction des nanoparticules de l'oxyde cuivreux vers un cuivre non oxydé. L'effet de pH a été étudié en 3 milieux acide-base ineutres. En milieu acide ineutre, le cuivre n'a pas été formé. Et à pH 9, dans les milieux basiques, on peut voir l'apparition du pic à 578 avec une intensité un peu élevée à pH 11. Nous avons contrôlé le temps d'irradiation lors de la synthèse des nanoparticules de cuivre et à partir de la première minute d'irradiation, la couleur de la solution n'a pas changé. À partir de la deuxième minute, la couleur de la solution vire vers le rouge et on peut voir l'apparition du pic à 578 qui indique la formation de cuivre.
Donc, nous avons choisi comme des conditions optimales pour la synthèse des nanoparticules de cuivre 2,5 d'extrait de thé, 5% d'hydrazine, 3 minutes d'irradiation micro-ondes et un pH de 11. Nous avons initialement confirmé la bioréduction et la formation des nanoparticules de cuivre par l'analyse UV visible et la spectroscopie FTIR, où le spectre UV visible illustré dans la figure 5 montre l'apparition de deux pics. Le pic situé à 270 qui attribue à la formation des nanoparticules d'oxyde de cuivre 1 et un deuxième pic situé à 578 qui indique la formation des nanoparticules de cuivre non oxydées. Et la caractérisation par FTIR a montré une bande spectrale à 625 cm-1 qui attribue à des vibrations d'élongation de la liaison cuivre-oxygène. La composition de notre particule a été analysée par la diffraction des rayons X. Le spectre d'IRX présenté dans la figure 7 montre l'apparition de deux types de diffraction θ. Le premier type de diffraction θ qui est attribué à la structure cubique à face centrée de l'oxyde de cuivre 1 et le deuxième type de diffraction θ correspond à la structure cristalline de cuivre. Et nous avons calculé la taille cristalline moyenne selon la relation de Debye-Scherrer et nous avons trouvé que la taille cristalline moyenne de l'oxyde de cuivre non oxydé est égale à 29 nanomètres et la taille cristalline moyenne des nanoparticules de l'oxyde de cuivre est égale à 32 nanomètres. Et le cuivre constitue 40% de la masse des nanoparticules préparées et l'oxyde de cuivre représente 60% de la masse. Nous avons caractérisé les caractéristiques poreuses et superficielles de notre produit par l'analyse BET et BGH. Les deux graphiques sont présentés dans les deux figures. Selon l'analyse BET, ces nanoparticules sont sphériques et agglomérées, disposées uniformément, dont le rayon des pores est compris entre 2,5 et 50 nanomètres. Et selon la même méthode, la surface spécifique est égale à 23 mètres carrés par gramme et le rayon moyen des pores est égal à 7 nanomètres. Selon la méthode BGH, ces nanoparticules se situent dans la région mésoporeuse, dont le rayon atomique est compris entre 2 nanomètres et 25 nanomètres. Et selon la méthode BGH, la surface spécifique est égale à 27 mètres carrés par gramme et le rayon moyen des pores est égal à 2 nanomètres. La morphologie des nanoparticules de cuivre ont été analysées par la microscopie électronique à balayage. Les images à différentes échelles sont présentées dans la figure. On peut voir que ces nanoparticules présentent une forme sphérique, constante et homogène. Cette homogénéité est due à la forte capacité de piégeage des biomolécules présentes dans l'extrait de thé. En plus, généralement, les nanoparticules métalliques synthétisées par les méthodes vertes présentent une propension à l'agrégation, ce qui explique la présence des grosses molécules. Suivant les résultats obtenus, nous avons proposé un mécanisme de formation des nanoparticules de cuivre et d'oxyde de cuivre 1 qui implique la synergie entre les deux agents, l'hydrazine et les polyphénols, qui réduisent les ions de cuivre pour former un oxyde de cuivre 1. Ce dernier subit une réduction secondaire pour former les nanoparticules de cuivre métallique non oxydé et finalement la stabilisation des produits formés par les biomolécules présentes dans l'extrait de thé. Pour bien expliquer les caractéristiques poreuses de notre catalyseur, nous avons testé leur capacité catalytique pour les dégradations des colorants. Où le mécanisme de dégradation se fait selon une réaction de réduction et le rôle du catalyseur de cuivre était d'assurer une surface de diffusion d'électrons. Nous avons proposé un mécanisme de dégradation des colorants à 4 étapes. Dans la première étape, qui est l'absorption de l'hydrogène libéré par le NABH4 sur la surface des nanoparticules, exactement sur les pores. La deuxième étape, qui est l'absorption des molécules des colorants à la surface des nanoparticules. La troisième, qui est la réduction des molécules de colorants absorbées par l'hydrogène absorbé. Et finalement, la libération du produit dégradé. Les colorants azoïques sont des colorants synthétiques, se caractérisent principalement par la présence d'un ou de plusieurs groupes azo dans leur structure chimique qui les rend très difficilement dégradables.
Nous avons suivi les tests de dégradation du colorant azoïque par notre catalyseur, par la spectroscopie UV visible, où nous avons trouvé que le taux de dégradation maximale était compris entre 55 et 93% dans un temps de réaction allant de 5 à 50 minutes. Les colorants non azoïques sont des colorants synthétiques aussi, mais ils sont plus faciles à dégrader comparativement aux colorants azoïques. Par contre, ils sont plus largement utilisés dans l'industrie textile et comme des indicateurs de pH comme le bleu de bromothymol et le bleu de méthylène. Le suivi des tests de dégradation, d'absorption a montré que le taux de dégradation maximale était compris entre 42 et 98% dans un temps de réaction allant de 15 à 90 minutes. Comme conclusion, je dirais que les résultats de l'étude théorique par calcul des IFT des deux acides phénoliques N-E-caféoéthyramine et N-E-phényloéthyramine ont montré que le conformeur le plus stable n'a pas contribué de façon plus efficace à l'activité antioxydante globale. Le conformeur FT choisi en apporté quasiment la même contribution. Les analogues sulfurés ont une activité antioxydante supérieure à leur analogue hydroxylé et le mécanisme HAT est le plus favorable en phase gazeuse. Dans la deuxième partie de ce travail, nous avons exposé les étapes allant de la préparation des nanoparticules de cuivre jusqu'à leur caractérisation et application. Les résultats ont montré que l'utilisation des radiations micro-ondes joue un rôle crucial dans le contrôle de la taille, du rapport cuivre-oxyde cuivreux et de la morphologie de produits. Les polyphénols de l'extrait de thé servent à réduire et à stabiliser les nanoparticules. Les biomolécules de l'extrait favorisent la capacité catalytique des nanoparticules et les propriétés physico-chimiques affectent les propriétés catalytiques des nanoparticules métalliques et leur oxyde. Appréciation pour votre temps et merci.